j'ai été obligé de quitter le Rwanda. À l'époque, j'étais député à l'Assemblée nationale de transition pour le Parti socialiste rwandais. Mais quelques mois avant, j'ai eu l'occasion, c'est peut-être une chance, d'assister à une séance au cours de laquelle l'ancien président de la République, Pasteur Bizimungu, est venu nous expliquer les raisons pour lesquelles l'armée rwandaise était au Congo. Au Zaïre à l'époque. Il a amené avec lui une carte et il nous a expliqué dans une séance qui était à huis clos jusqu'à quel niveau le Rwanda précolonial pouvait être délimité. Et donc il a montré qu'une partie du territoire du Congo actuel, d'après lui, revenait au Rwanda. Il a même parlé plus tard à la presse de la nécessité d'une seconde conférence de Berlin. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des déclarations politiques actées. Deuxième chose, en 1998, j'ai eu l'occasion de discuter avec des diplomates ici à Bruxelles et des académiciens, des universitaires belges. Des deux types de discussions que j'ai pu avoir, il y a au moins un académicien, un universitaire belge qui a parlé de la nécessité de l'établissement d'un État tampon entre le Rwanda et le Congo, comme solution, d'une part, à l'instabilité du Kivu, et d'autre part, à l'instabilité du Rwanda. L'État tampon devra servir à absorber le trop-plein de population rwandaise qui ne peut pas trouver de la place au Rwanda. C'est un projet qui existait depuis avant la colonisation. C'est pas une fiction. Il y a eu un mouvement, un organisme précolonial qui a été, colonial, qui a été mis en place par la tutelle belge pour transférer de façon organisée des populations du Rwanda vers le Congo. Donc c'est une chose qui est là, qui existe. Récemment, et c'est le dernier mot que je vais dire, un diplomate belge a parlé, je ne vais pas dire son nom, je suis désolé, je ne peux pas révéler quel est son nom, a parlé de façon univoque, donc sans équivoque, de la nécessité pour l'opposition rwandaise d'envisager le fait de prendre part à un projet de création d'un État tampon. Donc ce qui veut dire, ce sont des choses réelles, ce ne sont pas des fictions. Maintenant, il se peut que ces projets échouent, il se peut que ça n'aboutisse pas. Ça ne serait pas la première fois que ces projets de balkanisation de l'Afrique échouent. Et honnêtement, les FDU sont totalement défavorables à ce type de projet, et ici, je les dénonce avec force. Nous avons été invités en Allemagne par une église allemande, et lors de cette rencontre, il se trouvait là-bas des responsables politiques allemands qui nous ont demandé ceci, qui nous ont dit ceci. J'ai écrit ceci, ce que je vous dis, je l'ai même déjà écrit dans un livre, c'est vous dire que j'assume parfaitement ça. Ils nous ont dit que si nous, société civile du Sud Kivu, étions prêts à aller jouer auprès de notre population ce rôle-ci, d'expliquer que si nous acceptons que le Kivu soit rattaché au Rwanda, l'Allemagne et l'Europe sont prêts à faire un plan Marshall pour le Kivu. On dit que si nous, société civile du Sud Kivu, étions prêts à aller jouer auprès de notre population ce rôle-ci, d'expliquer que si nous acceptons que le Kivu soit rattaché au Rwanda, l'Allemagne et l'Europe sont prêts à faire un plan Marshall pour le Kivu. On dit que si nous, société civile du Sud Kivu, étions prêts à aller jouer auprès de notre population ce rôle-ci, d'expliquer que si nous acceptons que le Kivu soit rattaché au Rwanda, l'Allemagne et l'Europe sont prêts à faire un plan Marshall pour le Kivu. Ce n'est pas de la fiction, monsieur. C'est vrai que, peut-être que de nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau géopolitique, les Rwandais ne sont pas forcément à la base de ça. Mais ceux qui tirent les ficelles, ils veulent ça. Quand on parle de Nkunda, aujourd'hui, Nkunda dit qu'il a 350 000 réfugiés qu'il doit réinstaller. Où? Là où il a déjà évacué plus d'1 million de personnes, 1 million de déplacés qu'il y a au Kivu aujourd'hui. Vous le savez très bien. Les conditions de la kosovisation avancent petit à petit. Et ça échappe à la population, aux Tutsis, aux Bashi, aux Hutus, aux Banande, etc. J'en termine avec la question de la gouvernance. Si vous voulez qu'on parle de la gouvernance, cher monsieur du CNDP,
On peut être d'accord peut-être sur le fait qu'à Kinshasa, la bonne gouvernance n'y est pas. Mais est-ce que ça vous donne le droit de prendre les armes? Est-ce que ça vous a donné le droit de ne pas participer au processus électoral? Non, parce que vous avez un plan qui est bien déterminé. J'ai quitté Bukavu le 16 octobre et mon départ de Bukavu est symbolique. Comme vous le savez, depuis le 10 août 1998, des troupes rwandaises et ougandaises, actionnant certains Congolais, ont envahi, ont agressé notre pays en passant par les provinces du Nord et du Sud Kivu. Je me suis rendu compte après un temps, 2 mois et demi, que cette soi-disant rébellion, que ce mouvement appelé par les animateurs de libération n'en était pas. Il y en a eu d'abord à une échelle réduite. Nous devons signaler que tous les officiers congolais qui étaient à Bukavu ont été lâchement assassinés. Je pense que c'était le 4 août à l'aéroport de Kavumu par les troupes rwandaises. Vous avez vous-même été témoin de ces faits ou bien on vous les a rapportés et cette information est authentique donc? Cette information est irréfutable. Les rebelles même pourraient la confirmer s'ils sont honnêtes et j'espère qu'ils le sont. Il y a eu aussi à grande échelle dans la chefferie de Luindi, chefferie de Luindi, ça c'est dans le territoire de Mwenga, des massacres qui ont coûté la vie à plus ou moins 400 personnes. Mais les personnes qui ont été citées essentiellement, c'était des autorités, notamment le chef coutumier, le Mwami, son épouse. Tous les deux, je les connaissais très bien. C'était des jeunes intellectuels qui avaient accepté d'aller vivre à la campagne pour redonner l'espoir aux villageois. Il y a eu des prêtres, des religieuses et tout un tas d'autres personnes. Donc des massacres, il y en a eu. Ici, je ne parle pas d'enlèvement, de ce qui se passe dans la cité d'Ouvira en face de Bujumbura, où des personnes ciblées sont tuées. Et donc on ne peut pas chercher à démontrer le contraire, c'est évident, des massacres. Et si vous était donné de délivrer un message par rapport à la population congolaise qui suivrait cette cassette, quelle sera la teneur de votre message? Mon message serait simple, c'est que nous les Congolais, nous devons savoir que l'avenir, notre propre avenir, c'est chez nous. Nous devons avoir l'attention tournée toujours vers chez nous. Et nous devons tout faire pour protéger les intérêts de notre territoire. Pour le moment, ce que je demanderai aux Congolais, c'est de porter loin les informations que je viens de livrer. Le Congo a été agressé. Les troupes rwandaises sont bel et bien là-bas. S'il y a des Congolais, c'est comme si un père de famille se trouvait agressé par des bandits, mais à qui son propre enfant a cédé la clé de la porte d'entrée. En ce moment, il faut qu'il sache une solution. Il a aussi 7 enfants. À ce moment-ci, je ne sais pas si je ne comptais pas sur les bons amis. Ici Solect Congolive pour que déboule l'Afrique.